Bonsoir et bienvenue. Nous sommes sur 90 minutes au Bénin. Dans le duel de ce soir, deux sujets, la Covid-19 et son funeste bilan. Le Bénin qui a franchi la barre des 20 décès avec près de 1200 personnes testées positives à la maladie, tapis dans le rang des populations des incrédules malgré les témoignages de rescapés recueillis et reversés dans les parutions du jour. Faut-il à la fin changer d'approche ou continuer dans les actions de sensibilisation telles que c'est fait actuellement, surtout par ces temps de pluie avec la vague des inondations? On savait le phénomène têtu à Cotonou, mais l'ampleur qu'il connaît actuellement dans la commune d'Abomey-Calavi fait craindre le pire avec des maladies hydriques, des concertations par-ci entre autorités au plus haut niveau qui font espérer des solutions durables, un brin d'optimisme avec des travaux d'asphaltage qui se poursuivent inlassablement sur le terrain au grand bonheur des populations. Dans les 30 premières minutes de cette émission, Prudent Nacéou, bonsoir, il est déjà là. Bonsoir. Et face à lui, Arnaud Doumarou, bonsoir Arnaud, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que nous aurons en pêle-mêle un sujet sur les sessions qui s'ouvrent au sein des conseils communaux. Voici donc pour démarrer les unes des parutions. On démarre par le quotidien, le matinal, notation A stable de l'agence Bloomfield, l'économie béninoise toujours performante. Et puis, projet asphaltage, la solution pour réduire les inondations. La nation, notation du Bénin par Bloomfield, la bonne santé de l'économie nationale confirmée, puis gouvernance du je vais me retrouver rapidement. Gouvernance des coopératives d'aménagement rural. Le ministre Gaston Dossoui met en garde. On poursuit avec le matin, après la notation B+, de SGP sur la santé monétaire du Bénin. Bloomfield confirme la solidité de l'économie nationale béninoise, si vous voulez. L'autre quotidien, insalubrité, et là on change de sujet, insalubrité, inondation cyclique à Cotonou, le phénomène et l'impact positif du projet asphaltage. La priorité Covid-19 au Bénin, le professeur Eugène Zoumenou, contaminé, témoigne. 1199 cas confirmés, 845 sous traitement, 333 guéris et 21 décès. Et puis, débat d'orientation budgétaire 2021 au Parlement, les fermes assurances de Romuald Ouadani. L'événement précis, éclairage de Jacques Migan, ancien bâtonnier, membre du bureau politique du Bloc républicain. Les députés et maires de la mouvance présidentielle sont libres de parrainer tout candidat de leur choix, dixit l'homme de droit. Et puis, nous avons introduit de la rigueur dans la gestion des finances, parlant de Louis Béounou Vlavonou sur l'émission spéciale sur les chantiers législatifs. On poursuit avec Matin Libre en 1 de la 8e législature, le bilan de Vlavonou. On poursuit avec Bénin Intelligent présidentiel 2021, parrainage et candidature de talent. À quoi s'en tenir? Vlavonou qui situe les Béninois et puis inondation de l'asphaltage n'est pas l'illusion d'une solution. Fraternité pour finir, 12 mois après son investiture au perchoir, les réformes audacieuses de Louis Vlavonou et puis licenciement collectif à la Sonacop, asphaltage et inondation dans certains quartiers, les clarifications du gouvernement. La chronique en toute vérité de Moïse Dossoumou, des témoignages peu ordinaires parlant de la Covid-19. Voilà donc qui me termine à la une des parutions que nous avons sélectionnées pour vous cette soirée. C'est parti avec le duel. Retour au plateau, donc je retrouve mes deux débatteurs de ce soir, Arnaud Doumarou de Fraternité et puis Prudent Nacéou de La Voix de Tado. Prudent, l'actualité du jour sur Tado FM, c'était quoi? Nous avons parlé de la clôture de la première session du Conseil communal d'Abomey-Calavi 4e mandature. On a bien entendu fait le point des 4 jours d'activité. On a parlé de la gestion des inondations, le maire qui était aussi descendu au niveau de ITA avec le préfet et le professeur Clédio. On a parlé de la Covid et d'autres sujets en page nation. Et vous, Fraternité, la une? C'est vrai, je le relais, mais pas dans son entièreté.
Fraternité, nous avons parlé en tout cas pour la manchette, hein, nous l'avons nous. C'est toute l'actualité, l'an 1 des députés de la vice administrative. Et puis, nous avons abordé la question également de l'asphaltage, parce que vous savez que les travaux d'asphaltage sont en cours, mais par endroit, il y a des inondations, même dans certaines localités où, après la traversée des infrastructures, on n'était plus censé observer ce genre de phénomène. Donc, il y a eu quelques clarifications du gouvernement que nous avons abordées. Très bien, vous avez parlé asphaltage, vous avez fait le point de l'actualité sur Tado FM dans l'édition de la mi-journée. La Covid-19, avec son bilan funeste, nous sommes déjà à 21 cas de décès au Bénin, 1199 cas confirmés. Est-ce que vous pensez là que le Bénin est en train de vivre des moments douloureux, Prudent? Bien sûr, parce que les grandes nations sont en train de sortir de l'hécatombe liée à la Covid, mais c'est malheureusement le moment où l'Afrique récolte, je dirais, l'amère conséquence de cette pandémie, parce qu'on observe aujourd'hui que nous sommes dans les calculs tous les jours. Chaque jour, pratiquement, la situation s'aggrave, le nombre de décès augmente et ça fait peur. Donc, en réalité, c'est maintenant que l'Afrique, notamment le Bénin, est en train de récolter, je ne sais même pas si on l'a semé, de récolter les conséquences, je dirais, de la non-observance des mesures barrières. En réalité, il y a eu des mesures du début qui ont été assouplies à un moment donné et nous sommes allés aux élections communales et depuis les résultats et l'installation des conseils, on assiste chaque jour à de nouveaux bilans macabres et c'est bien dommage parce que nous étions restés pendant plusieurs semaines à un décès. On est allé à 2, on a commencé par grimper, nous sommes à plus de 20 décès aujourd'hui, 21 décès. Et quand vous faites aussi le point généralement des cas positifs, des cas guéris, des décès et des personnes sous traitement, vous constatez qu'il y a des personnes qui ne sont pas traitées. Quand on fait le point, et ça me surprend. Donc ceux-là, je suppose, peut-être qu'on est déjà débordé par la situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne croient pas encore à l'existence, qui banalisent. Justement, on va parler de cette vague d'incrédules, ceux-là qui pensent qu'il faut d'abord qu'on ait une fausse commune pour croire que la Covid existe, là, alors que la Covid est là. Il y a même un témoignage d'un rescapé que Fraternité a publié d'ailleurs à Arnaud Dumont. Oui, tout à fait, tout à fait. La Covid est là et puis je crois que on ne peut plus aujourd'hui se permettre de dire que c'est de banaliser la maladie. De banaliser la maladie en ce sens que nous sommes passés désormais à 20 décès, à plus de 20 décès, 21 décès précisément. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on va continuer à ignorer le respect des gestes barrières, alors même qu'il y a des gens qui passent de vie à trépas. La dernière fois, j'étais à l'ADA, on échangeait avec le siège d'Atogon. Et puis, au cours des échanges, je dis que l'un des décès, que c'est un cousin proche à lui, mais là, j'ai reconsidéré ma position autour de la table. Ouais, c'est dire que nous avons donc des gens qui sont de plus en plus proches de nous, quand même, qui sont victimes de cette maladie-là. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous avez autant peur? Non, mais vous savez, en fait, je n'étais pas parti pour entendre qu'un cousin vous proche du CA était victime. Ouais, donc c'est pour dire que, pour faire plus sérieux, pour dire que de plus en plus, donc, nous avons des gens qui sont proches de nous et qui sont contaminés et qui même passent de vie à trépas. Et à partir de ce moment-là, il faut se dire quand même que la Covid, de plus en plus chez nous, fait assez de victimes. Et ce qui fait peur beaucoup plus, c'est que le taux de guérison ne suit pas. Ouais. Vous avez plus de 1000, alors que nous sommes toujours autour de 300... Et quelques qui sont guéris. 333 guéris. Vous voyez, donc, on s'éloigne de plus en plus. On est à près de 2000... oui, on est à près de 2000 personnes contaminées. Oui. Et on s'éloigne de plus en plus du taux de personnes guéries.
près de 2000 et guéri 300. Est-ce que finalement les dépistages systématiques n'ont pas produit leurs effets? C'est peut-être pas. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui est en train de nous révéler aussi sa performance ou ses réalités? Je suis d'accord que, évidemment, on devait s'attendre à ce que, quand même, dès qu'on fait des dépistages systématiques, qu'on puisse découvrir de nouveaux cas. Je suis d'accord. Mais au même moment, de l'autre côté, il faut quand même que le taux de guérison suive. S'il n'y a pas assez de personnes guéries, c'est-à-dire sur environ 2000 personnes infectées. Pour le moment, nous sommes à 1200 cas confirmés, nous a-t-on dit. C'est vrai que lorsque nous sommes à 200 cas confirmés et que nous sommes autour de 300 guéris, je crois que fondamentalement, ça veut dire que le taux de guérison, ça ne suit pas. Et ça devait davantage inquiéter. Ça devait davantage inquiéter. Il y a également la question des décès. C'est vrai que le ministre de la Santé a expliqué que c'est des personnes vulnérables ou bien des personnes qui portent certaines maladies, qui sont diabète, des ennuis sanitaires, ceux-là qui décèdent beaucoup plus vite. Mais je dis, pour autant, ça ne rassure pas. Et la seule prévention, je crois que c'est le respect des gestes barrières. Je vous fais la question comme ça, est-ce qu'il faut changer d'approche ou continuer toujours dans... Vous avez suivi également le témoignage de ce médecin, la directeur du SAMU, qui disait avoir failli franchir la porte du non-retour. Oui, il faut changer de cap. Ça s'impose aujourd'hui. Ça s'impose dans la mesure où je ne peux pas comprendre en tant que journaliste et veilleur de conscience que dans nos communautés, dans les villes comme dans les campagnes, les gens continuent par célébrer avec faste des fêtes, je dirais non essentielles, des anniversaires, des cérémonies de mariage, des décès, au-delà des prescriptions, je dirais, sanitaires et même des prescriptions du gouvernement. Parce que nous savons aujourd'hui tous que si nous voulons préserver la santé de nos proches, nos activités doivent se restreindre à une cinquantaine de personnes. Même si nous voulons observer les gestes barrières. Mais dans les faits, on a une centaine, on a des milliers de personnes et c'est difficile à gérer. Et on se côtoie d'ailleurs allègrement sans... Naturellement. Et là où le bas blesse en plus, généralement dans ces retrouvailles, on va facilement aux accolades, aux embrassades, ainsi de suite. D'autant que notre sociologie favorise ces choses-là. Nous sommes perdus de vue depuis plusieurs mois, on se revoit. Et c'est avec aisance qu'on se plaît à se saluer, malgré que le gouvernement... Et donc au niveau des communes ou au niveau de l'État central aujourd'hui, je pense qu'il faut corser les mesures. Les marchés, je ne sais vraiment pas comment on pourra réguler au niveau des marchés, c'est vraiment difficile. Mais au moins au niveau des communautés, les fêtes non essentielles, là, on peut justement s'en passer et faire suivre les règles qui sont éditées par le gouvernement. C'est vrai que la police ne pourra pas passer de maison en maison pour surveiller chacun. Surtout pour veiller, par exemple, il faut une prise de conscience. Et j'ai comme l'impression, parfois aussi, qu'on se laisse aller dans les retrouvailles facilement. Parce que dès qu'on se retrouve dans des activités où il y a beaucoup de gens, c'est facile de se saluer en oubliant que nous sommes en temps de pandémie, en temps de crise. Et il va falloir peut-être aussi changer de cap en ce qui concerne la communication. Ces témoignages-là ne suffisent plus. Il faut que les médias descendent aujourd'hui dans les centres de traitement pour qu'on puisse observer que plein de gens sont atteints de cette maladie-là et subissent le traitement dans les hôpitaux. Je ne sais pas comment on peut organiser quand même des couvertures du genre de façon sécurisée pour que les journalistes aussi ne soient pas exposés. Arnaud a déjà fait ce grand pas en arrière quand il a appris que il y a un décès qui était un proche parent de celui son interlocuteur. Justement, Arnaud, c'est vrai, on a des témoignages, mais il y a également cette interview de professeur Massoumboji qui dit que l'Afrique pourrait être l'épicentre. Oui, tout à fait. Vous savez que tous les rapports aujourd'hui, en tout cas avant même que l'Afrique ne soit en tout cas la courbe ne soit ascendante au niveau de notre continent, on avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que d'ici là, que l'Afrique il y aura une seconde phase du coronavirus et l'Afrique pourrait être au centre, au cœur même de la pandémie. Parce qu'au début, pour la première phase, si on peut ainsi parler, on a constaté beaucoup plus que c'était ailleurs. Au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis et consorts, on avait constaté que c'était ailleurs et que l'Afrique il n'y avait pas assez de cas de contamination, de décès. Mais les experts avaient prévenu pour dire qu'on devait aller à une seconde phase de la maladie et que c'est en ce moment-là que nous allons recenser des cas en Afrique. Et il y a même quelqu'un qui a exagéré.
États-Unis pour dire qu'on va avoir des cadavres jonchés les rues de l'Afrique. Et ça a suscité une vive réaction au Nigeria, notamment au niveau des évêques qui ont dit mais non, on ne peut pas tenir de tels propos. Mais aujourd'hui, on se rend effectivement compte que c'est au niveau du continent africain aujourd'hui que la courbe est ascendante en termes de contamination et en termes de décès. Et donc aujourd'hui, également au niveau de l'université, il y a quelques rapports d'experts qui ont également essayé de tirer sur la sonnette d'alarme. Par exemple, on dit qu'au Bénin, on pourrait avoir, si on continue avec ce que nous voyons là, enregistrer même 500 cas par jour. On pourrait aller à ce niveau-là si, entre-temps, les Béninois continuent à ignorer les gestes barrières. Il y a un rapport au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi qui dit aujourd'hui que si on continue tel que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on pourrait aller... Est-ce que ces rapports ne sont pas un peu tardifs aussi? Parce que, au temps fort de la crise ici, quand ça a commencé, on a voulu avoir des spécialistes pour nous dire à peu près comment est-ce qu'on devait percevoir la Covid. Mais bon, il n'y en a pas eu. On s'en est juste tenu aux explications du comité interministériel mis en place. Oui, il faut dire qu'au niveau des experts au départ, la priorité était relative notamment à la question de la guérison. On attendait beaucoup plus de nos chercheurs. Est-ce qu'il y a des solutions internes pour le traitement des malades? Je crois que c'est là qu'on a mis l'accent. Et c'est surtout pour ça qu'on a mis le comité d'experts. Et en matière de recherche, l'Afrique fait partie quand même des parents pauvres. Et les États ne mettent pas suffisamment, de moyens dans les recherches. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait craindre à certains que dès lors que nous allons entamer la courbe ascendante au niveau du continent, qu'il va y avoir davantage de personnes infectées. Donc si les rapports ont dit d'ailleurs que mieux vaut tard que jamais. Si aujourd'hui on a ces rapports-là, on a ces statistiques qui disent que ça ne va pas, et que le ministre de la Santé également dit que de plus en plus nous avons des cas graves, je crois que c'est le moment pour chacun de prendre conscience du mal et de se dire qu'on n'est pas épargné. Oui, c'est vrai, quand vous parlez un peu de ce coup de gueule des chercheurs, je me rappelle encore sur ce matin le coup de gueule du professeur Brice Saint-Saint, qui disait que l'Afrique doit faire confiance à ses chercheurs, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais les chercheurs se réveillent maintenant. On pense que c'est un réveil un peu tardif, alors qu'ils auraient dû se réveiller depuis. Non, pas du tout, parce que pour une meilleure connaissance de la maladie, il faut qu'elle soit chez nous. Vous savez, l'Afrique n'a pas subi tôt les revers de la Covid pour permettre aux chercheurs de faire des études approfondies sur la connaissance de la maladie. Et même en Europe, au début, les gens n'en savaient pas trop sur la maladie. C'est avec le temps qu'on a pu savoir un peu. Et c'est une maladie nouvelle. C'est une nouvelle pandémie. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs continuent par mener des études sur cette maladie. Donc, il faut saluer quand même les efforts qui sont faits et souhaiter qu'au niveau du gouvernement, on puisse s'inspirer de ces rapports d'études pour prendre les dispositions qui s'imposent. D'autant que chaque jour, c'est de nouvelles contaminations, c'est de nouveaux décès qui sont enregistrés. Et vraiment, si rien n'est fait, finalement, nous allons perdre beaucoup de nos compatriotes dans cette maladie. D'autant que, vous avez parlé tout à l'heure des dépistages. Beaucoup de citoyens aujourd'hui ne sont pas encore dépistés. Donc, et puisque la maladie a 14 jours d'incubation, quand on n'est pas dépisté, quand on ignore son état, on a contaminé beaucoup de gens. Et ce que j'aurais aussi souhaité, c'est que ça aussi, on l'a vu dans les pays qui ont fait la pandémie avant nous, la désinfection. La désinfection. Ça manque chez nous. Il faut désinfecter. Je ne sais pas si aujourd'hui on a des structures qui sont vraiment outillés pour faire de la désinfection. Donc, il faut qu'on y aille. Parce que toutes les solutions qui ont marché ailleurs devraient nous inspirer au Bénin, où nous savons aussi que les citoyens ne sont pas aussi disciplinés que ça. Oui. C'est pour ça que le gouvernement a une grosse part de responsabilité. Justement, par rapport à ce que la population doit faire, une part de laxisme quand même, avec ces fêtes non essentielles où on se retrouve... à se côtoyer n'importe comment, oubliant qu'on est dans un contexte sanitaire aigu. Oui, d'abord, je trouve que là, c'est aujourd'hui, au-delà de la conscience citoyenne qu'on peut souhaiter, il faut forcément que les élus aujourd'hui que nous avons au niveau des communes prennent leurs responsabilités. Vous n'avez pas demandé à chaque maire de descendre dans les maisons pour voir s'il y a fête ici, et s'il y a fête, s'ils sont 50, est-ce que la distance de mètre est respectée? S'ils sont 50, que c'est respecté? Est-ce que le masque est mis? Si le masque est mis, est-ce qu'il se lave? Vous n'avez pas demandé au maire non, mais pas forcément, mais nous avons quand même, nous avons des chefs d'arrondissement, nous avons des chefs quartiers, et je crois qu'ils peuvent veiller à cela. Parce que vous savez d'ailleurs, lorsque vous allez mettre quand même des bâches au niveau de nos rues, on va prendre l'autorisation, une autorisation. Les mairies continuent pas à autoriser les gens pour les fêtes. Oui, au niveau des élus. Et donc, si vous autorisez que les gens organisent les fêtes, il faut quand même
veiller à ce que les mesures soient respectées. Si vous ne pouvez pas faire ce contrôle-là, autant ne plus autoriser. Mais je vais dire d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans une période sensible. Et dès lors que, surtout notamment avec les pluies, les gens sont davantage vulnérables. Ouais. Et aujourd'hui, on craint d'aller au niveau des centres de santé. Je crois qu'il y a une autre pan de la chose que nous sommes en train de durer au niveau du Bénin. On n'a plus envie d'aller se faire soigner à l'hôpital aujourd'hui, par exemple, dès lors que vous vous présentez avec un petit palu ou la grippe, alors que la période s'y prête. Peut-être on dit non, attention, est-ce que ce n'est pas le coronavirus? On a même du mal à vous prendre en charge. Donc je pense que fondamentalement, par rapport à cette situation également, il faut que le gouvernement puisse se dire, il faut prendre les mesures. Il ne faut pas concentrer toutes les énergies sur le coronavirus et laisser d'autres postes qui peuvent davantage amplifier. Décimer la population. La population, il faut essayer de rassurer. Et si de façon systématique, je ne sais pas, ceux qui viennent pour des petits paliers ou autres, il faut les mettre sous chloroquine, il faut quand même penser à cette mesure-là. Ouais. Mais l'autre problème que nous avons également, c'est la question des respirateurs. On avait entendu en tant que le gouvernement avait plus de 200 respirateurs ont été commandés. Mais après, aujourd'hui, avec l'alu que prend... c'est pas évident que ces respirateurs puissent suffire à gérer tout ce qui pourrait... Encore que, est-ce que nous avons déjà les 200 Est-ce que nous avons les 200 disponibles aujourd'hui au Bénin? La question qui se pose, parce que quand vous approchez de certains chercheurs, on vous dit, mais non, c'est pas ça, on n'a pas les 200 respirateurs aujourd'hui disponibles. Donc je crois que, même si on avait les 200, il faut déjà... Voilà, ça devient suffisant, il faut déjà faire de nouvelles commandes, parce qu'on n'entend pas suffisamment qu'on prend de nouvelles commandes. Quelle solution rapidement? Une minute chacun, quelle solution? Non, mais... tout de suite, là, une solution... La solution, c'est justement de retourner au cordon sanitaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on y retourne. C'est pratiquement tout le Bénin qui est désormais concerné par la maladie. Oui, donc tous les commettre tout le Bénin, ça veut dire qu'on va carrément à un confinement général. Oui, en fait, vous savez que si on fait l'option des dépistages, les services marchands, ceux qui vont alimenter, je dirais, le commerce, les besoins essentiels seront dépistés. Et ça nous permet de savoir leur état. Et parce qu'on ne peut pas dépister tout le peuple béninois, je ne pense même pas qu'on ait les ressources ou les réactifs pour le faire. Donc autant les marchés, ça c'est une équation que le gouvernement doit pouvoir résoudre. Comment désengorger les marchés? Parce que ça aussi, le problème se pose. Cela appelle forcément à ce qu'on demande à des gens de rester à la maison, d'autres qui viennent aujourd'hui, peut-être d'autres qui vont venir demain. Vraiment, on n'est pas discipliné. En fait, c'est tout un programme, tout un casse-tête chinois là, face à la COVID-19. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Parce qu'il y a une politique qui est en cours. C'est-à-dire que le gouvernement fait une communication pour dire nous devons apprendre à vivre avec le Covid. C'est d'ailleurs le message qui passe un peu partout, même au niveau des États où ils sont en déconfinement. On dit que la conscience n'accompagne pas malgré Justement, donc on dit qu'il faut vivre avec la maladie, il faut apprendre à vivre avec la Covid. Mais ailleurs, les gens sont en train de déconfiner, alors que chez nous, les chiffres sont en train de grimper. Est-ce qu'on va continuer à tenir le même discours pour dire, vivons avec la pandémie, ce qui est une évidence, mais est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer les mesures, comme le dit Président, au niveau des services marchands, au niveau de nos marchés? Nous avons suggéré en temps ici que on peut trouver des jours de marché. Encore que les Béninois sont habitués à des jours de marché. Et on sait, au niveau des marchés, qui occupe tel ranga ou qui occupe tel ranga. Et donc, si aujourd'hui, lundi, on met la police municipale... De toute façon, c'est une solution parmi tant d'autres, mais il y en a qui pensent que... Parce que nous, on est allé au déconfinement sans que... il y a une rechute des cas. Mais c'est maintenant que les cas sont en train de grimper. Mais il faut aussi associer ces cas-là au dépistage systématique qui se fait. Oui. Parce que dans d'autres pays, effectivement, il n'y a pas ce dépistage systématique. On laisse tout le monde, on se dit, bon, quand le cas survient, on analyse et puis on continue la route. Pendant qu'au Bénin, on préfère dépister systématiquement parce que c'est aussi une bonne solution. Mais on n'a pas les moyens de soigner tout le monde aussi. On fait avec, oui, c'est vrai que vous avez commencé à parler de ce sujet, la descente du maire de Calavi sur un chantier. Qu'est-ce qu'il a pu constater, le maire de Calavi, sur ce chantier-là? Non, mais il faut quand même dire que le maire... Les inondations, je veux dire. Hein, le maire a fait plusieurs visites ou descentes, si vous voulez. Hier, il était au niveau de Ita avec le préfet et les populations pour aller constater un peu les dégâts créés par les eaux. Et il faut quand même observer que ce qui se passe là est engendré par des choix qui ont été faits à un moment donné dans le cadre du projet Africa Rice, où on a canalisé les eaux
vers l'ITA pour pouvoir faire de l'irrigation. Tout à fait. Mais le projet, entre-temps, ayant été conduit donc vers un autre pays, on n'a pas fermé ces canalisations et les eaux. Vous savez, ces dernières pluies sont abondantes, donc il y a plus d'eau. Et de l'autre côté, la maison n'étant pas clôturée, c'est des grillages, donc l'eau étant... Le déborde facilement. On va déborder et envahir plusieurs de nos compatriotes. Mm. Et c'est suffisamment dramatique dans la mesure où ces citoyens ont droit à un environnement sain. Et la garantie de l'environnement sain est assurée par l'État central, l'État, donc le gouvernement. Nous pouvons comprendre dans les quartiers où on subit naturellement des inondations que les gens subissent leur propre incurie. Mais dans les quartiers, par exemple, derrière l'ITA, où les gens ne subissent pas les inondations et que la situation est engendrée par des choix, c'est vraiment difficile qu'on ne puisse pas les assister. Et donc, ça repose aujourd'hui sur les bras de la commune parce qu'en matière de sinistres et catastrophes, c'est d'abord la commune qui est le premier répondant et viennent après les autres institutions de l'État. Pour le moment, le maire allait constater, je pense. Oui, ils s'attendent à des solutions durables, un peu comme le suggère notre synthé. Solution durable, oui, le maire l'envisage, mais en urgence, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir, c'est Pompée qui a le choix qui est fait. Pouvoir maintenant, reloger les gens dans des écoles, tout ceci est en discussion. Le temps que l'on puisse partir après. Oui, sur le cadre de Calavi, on sait ce que c'est, vous étiez également sur le terrain. Et le cas de Cotonou également, je vous permets d'embrayer. Cotonou-Calavi, deux communes qui sont côte à côte d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous savez que ce sont des communes qui ont souvent l'habitude de faire face à ce phénomène-là, les inondations. Les inondations chaque année. Je crois que c'est courant. Mais je dis fondamentalement que depuis un moment, on se dit que le projet Grand Okoué, en tout cas ce projet qui embrasse plusieurs communes, et que l'État a dit, au regard de ce que les communes n'ont pas forcément les moyens de faire face au phénomène d'inondation, je prends certaines responsabilités, je m'engage à un certain niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, le phénomène des inondations, est-ce qu'on peut encore dire que cela est toujours imputable à la gestion des communes? Si, au niveau de l'État, on a cherché à dire, nous signons un accord cadre avec les communes, en tout cas les communes du Grand Okoué, pour dire nous allons donc injecter des milliards de francs CFA dans la question de l'assainissement, la construction des marchés, la gestion des déchets, c'est ça un peu. La gestion des déchets et on parle de conduite fluviale, un truc intelligent. Mais lorsqu'on a pris cet engagement au niveau des communes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours se dire que la responsabilité est toujours imputable aux communes? Je dis plutôt que... Quand on parle Calavi, par exemple, où le lotissement piétine dans des zones comme Révier qui ont été inondées, c'est encore la commune. Oui, je dis plutôt que le souhait, en tout cas pour ce qui va soulager le grand nombre, c'est que ces projets-là, contenus dans le Grand Okoué, au niveau également de l'Asfata qui est en cours, que ces projets puissent être accélérés. Vous voyez déjà que nous sommes en retard déjà pour la phase 1. Et qui doit se terminer en principe en juin. En juin, la phase 1 des travaux terminés par rapport au projet Asfata. Donc je dis qu'il faut peut-être mettre beaucoup plus de pression sur... accélérer un peu les travaux pour qu'on puisse vraiment avoir un brin de soulagement. C'est vrai que j'ai prévu qu'on parle rapidement de ces sessions qui s'ouvrent dans les communes avec des maires qui ont d'autres défis et des conseillers qui viennent également avec d'autres défis. On en parle, si vous permettez, dans une autre émission. Merci à vous, cher monsieur. Arnaud, merci d'être passé. Demain, on aura la confraternité dans les kiosques. Naturellement, fraternité qui répond régulièrement au rendez-vous. Et avec vous, demain également, on aura forcément une descente encore sur nos terrains. Le maire de Calavi, il est très actif. Merci à vous, merci chers confrères. Tout de suite, on va sur le journal télévisé, une compilation des faits marquants du jour.